merci aux sponsors et aux organisateurs. On est très content d'être là, on est très content de vous voir aussi nombreux. Donc, on va, le talk aujourd'hui s'appelle « Au-delà de l'équipe, nos retours d'expérience pour animer une communauté agile en entreprise ». Et avant de commencer, eh bien, on a 2 questions. Alors, parmi vous, qui est membre d'une communauté dans une entreprise? Ok, on aura une question pour vous à la fin. Et parmi vous, qui est responsable d'animer? Donc, on est sur des expérimentés, très bien. On va vous parler de difficultés. On va vous parler d'animation. Ouais. C'est moi, ça ne se voit pas. Hein. C'est moi avant de lancer ma communauté en juin 2021. Je pensais à l'époque que ça allait être une petite balade tranquille sous les tropiques. Et puis finalement, après 18 mois, c'est plutôt ça. Un bon trail en montagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, animer une communauté, eh ben, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement, de l'observation, de l'adaptation sur le terrain. Et c'est pas, voilà, ça s'apprend finalement. C'est pas si évident. Et même en tant qu'agiliste. Et cette expérience, eh ben, je suis passée par énormément d'émotions. Encore aujourd'hui, hein, c'est très fluctuant, c'est un yo-yo émotionnel. On passe par des phases de surprise. On a des belles surprises parfois, des moments de doute, des moments de désespoir, où voilà, on cherche l'engagement, l'énergie. Et puis aussi beaucoup de moments de fierté, fierté des membres de sa communauté, et puis beaucoup d'excitation. Donc, notre proposition de valeur pour les 50 prochaines minutes, voire plus si affinité, c'est de partir avec un retour d'expérience sur 18 mois d'animation de communauté, avec des outils clés en main. Vous verrez, on va aborder énormément d'outils, de pratiques que vous pourrez réutiliser. Open source. Open source, en plus. Ah, ça. Et puis, on espère l'envie d'expérimenter. Donc, on espère pour ceux qui sont membres, que vous allez apprendre des choses, découvrir des choses sur l'envers du décor. Et puis, on espère aussi pour ceux qui expérimentent au quotidien cette animation, qu'il y a des choses qui vont vous parler, j'espère, dans lesquelles vous allez vous trouver peut-être des difficultés communes. Et donc, je vais vous expliquer aussi comment j'ai relevé ces nombreux défis et challenges. Alex, tu veux commencer? Donc, bonjour à tous, hein, je suis Alexandre Quash, je suis fondateur du mouvement Open Source Game. Donc, c'est pour ça que vous aurez aussi beaucoup de contenu open source à la sortie. Et aussi, mon métier, c'est de travailler sur Unir pour mieux réussir. Donc, tout le monde connaît Diviser pour mieux régner. Hein, mon métier, c'est Unir pour mieux réussir. Et dans ce cadre-là, j'ai accompagné Marion pendant 18 mois sur le coaching en tant que leader communautaire. Et ma vie en ce moment, c'est de coacher des dizaines et des dizaines de leaders communautaires, communautés d'entreprise, chefs d'entreprise, etc. Donc, moi, c'est Marion Letellier. Mon titre, c'est Head of Agile Delivery Discipline. Donc, je travaille pour la Thales Digital Factory. Ça consiste en quoi? Ça consiste à conduire une équipe et à accompagner une équipe qui est composée de product owners et de scrum masters. C'est une organisation. Donc, je travaille dans un centre de compétences partagées qui est à la fois engineering et digital, qui compte à peu près 300 personnes, dans le grand groupe Thales qui compte 80 000 personnes. Et donc, on va vous parler de notre collaboration aussi. Avant de rentrer un petit peu sur les différents challenges et un peu la démarche que j'ai eue dans l'animation de cette communauté, un peu de contexte sur cette communauté auquel j'appartiens et que j'anime. La caractéristique principale de cette communauté, c'est une communauté d'apprentissage. Apprentissage autour de partage de pratiques, sur du temps de travail productif. Voilà, ça fait partie du temps de delivery, ce temps d'apprentissage, dans un contexte, je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup parler, mais d'organisation apprenante, hein, on entend de plus en plus parler de ces notions, dans un contexte très changeant où les usages et les pratiques évoluent très rapidement, et il faut pouvoir s'adapter et être toujours up-to-date à l'état de l'art sur le marché pour
travailler sa performance. Cette communauté, c'est à peu près 30 personnes. C'est petit, mais ce n'est pas si petit que ça, qui travaillent sur 15 projets différents, sur des sites différents aussi, des sites parisiens différents essentiellement, et donc beaucoup de collaboration à distance. Ça rajoute un challenge aussi dans le partage. On a a priori des métiers assez différents, Product Owner et Scrum Master, avec aussi des cultures différentes. Je vous ai parlé d'un centre de compétences digitales et engineering. Donc, on a d'un côté des profils qui sont plutôt logiques de grands groupes industriels, et puis de l'autre côté, plutôt une équipe portée sur le digital, un petit peu, donc avec un esprit plutôt start-up. Et puis, évidemment, avec des niveaux très hétérogènes en termes de profil et d'expérience. On a autant des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais très peu sur le rôle de Product Owner et Scrum Master. Ils ont une vie avant. Et puis, à l'inverse, des gens qui démarrent, qui ont beaucoup d'expérience en Product Ownership et en Scrum Mastering. Donc, de nombreux challenges, beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup d'expériences différentes Donc, quelle a été finalement ma démarche et mon cheminement dans le développement de ma communauté? Je me suis posé pas mal de questions, évidemment. La première, c'est quand on se lance, finalement, on fait quoi? Quand on a cette première date de kick-off, comment est-ce qu'on démarre? Comment est-ce qu'on organise le contenu? Comment est-ce qu'on définit des règles de fonctionnement comme ça? Le deuxième, qui était un questionnement très important pour moi, c'est comment on arrive à faire de cet ensemble de personnes, de membres, une équipe, en fait, une communauté qui se sent appartenir à quelque chose de plus grand, en fait. Et puis, le dernier aspect qu'on souhaite aborder, c'est vous êtes lancé, vous avez le sentiment d'appartenance qui est là, et comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre fermeture, ouverture, comment est-ce qu'on rend stable le fonctionnement de cette communauté qui subit de nombreuses variations. Alors, on part pour notre trail, donc on embarque son sac à dos. J'ai une première date de kick-off, donc imaginez-moi, j'ai la date de kick-off qui est posée, je suis au taquet, j'ai plein d'énergie. Comment je fais? Eh ben, je me focalise sur trois points principaux. Parce qu'une communauté, c'est quoi? C'est simplement une combinaison de gens dont on va développer des activités, des événements autour de ces people et on va définir des règles de fonctionnement. Donc, je choisis de faire un premier focus sur les membres. Et il faut voir ces membres comme vos utilisateurs. Et pour aller comprendre, parce que vous ne les connaissez pas tous bien, donc vous ne savez pas encore, en tout cas moi à l'époque, je ne sais pas encore quel va être leur niveau d'engagement. Je ne sais pas s'ils sont super embarqués comme moi, s'ils sont plutôt en phase d'observation, s'ils ont beaucoup de temps ou pas. C'est un peu la roulette russe. Et puis, ce qui est important, c'est que ça s'inscrit dans le temps quotidien de chacun. Qu'est-ce qui va faire que cette expérience de communauté va être différente de leur quotidien, qui va finalement les amener à être motivés à participer à cette communauté. Donc, ce qu'on appelle identifier les respirations. Donc, juste avant de passer à la salle d'avant, donc pour ça, on a travaillé au sein de ma communauté autour de plusieurs ateliers. Nous, on est très intelligence collective, Scrum Master, Product Owner, on adore ça, travailler ensemble, on définit des choses ensemble. Donc, on a travaillé autour de workshops que va vous présenter Alexandre, et je vous montrerai aussi les résultats. Donc, autour de l'identification de l'engagement, autour du temps investi. Et Alex. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être relancé par un responsable ou une responsable communautaire et en vrai, vous disiez ouais, on en a marre. Qui a déjà vécu ça? Ok. Et par ailleurs, est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous avez plein d'envie, ouais, moi j'ai envie de ça, etc. Et les seules choses qu'on vous propose, c'est juste des micro-actions.
des petites choses à faire, mais vous ne pouvez pas toute votre énergie, elle sert à rien. Et c'est un peu les mêmes choses que ce que vous pouvez connaître potentiellement sur les questions de flow, c'est que selon votre niveau d'engagement actuel, si vous êtes sursollicité, vous allez vous sentir spammé, et ceux qui sont responsables de communauté vont se sentir frustrés. Ah, j'ai beau les relancer, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, vous êtes plein de potentiel, mais on vous sous-sollicite, donc c'est bon. J'ai autre chose à faire, mon énergie, j'en ai plein, je vais la mettre ailleurs. Et donc, ce qui fait que si on définit des niveaux entre vous avez mon attention, qui est le niveau curieux, un peu bas, et ceux qui sont presque comme vous, je veux rassembler des gens autour de votre sujet, de votre communauté, ça vous fait une zone de stimulation qui est au milieu, que vous pouvez adapter à chacun. Et donc, un des ateliers que vous pouvez faire au début d'une période de travail, par exemple 6 mois, c'est de demander explicitement et de ne pas se mentir, pas dire en fait, je suppose que vous tous allez être à fond sur la contribution. En vrai, ce n'est pas le cas. Et mieux vaut savoir et être transparent avec les gens, dire OK, sur les 6 mois à venir, toi, tu seras où? Demander à chacun de se positionner. C'est déculpabilisant. Ça permet à chacun de se dire OK, je peux y aller progressivement. Ça prend en compte que chacun a ses contraintes. Et ça permet derrière, sur la base de ces renseignements que vous utilisez sur n'importe quel workshop, au passage, vous avez tout à télécharger, open source, etc. N'hésitez pas. Enfin, prenez pas la tête avec les photos, n'ayez pas peur. C'est là. Et ce qui vous permet d'adapter vos activités à chaque niveau d'engagement. Ceux qui sont curieux, on va juste leur dire abonne-toi. Parce qu'on ne va pas les spammer en disant vas-y, viens participer à la décision. Ceux qui sont tout au bout, on va leur dire viens organiser, tu peux organiser un événement. Tu as l'énergie, vas-y. Ceux qui sont au milieu, tu peux aider les autres membres, donne-nous un avis détaillé. L'idée, c'est d'avoir une réponse adaptée pour que les gens restent dans un niveau de stimulation qui leur convient. Donc voilà, c'est le premier outil. Deuxième outil, est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ou une phrase similaire qui est j'ai envoyé un sondage, mais il n'y a personne qui a répondu. Voilà. Ou bon, j'aimerais bien mettre une réunion, parce que tout le monde m'a dit qu'il était un peu dispo pour la communauté, mais en fait, quand je regarde le moment commun, il n'y a personne, donc ça sera dans 3 semaines, ou bien ce sera un créneau, il n'y a personne. Ça vous parle aussi? Oui. Dans la façon dont les gens investissent leur temps dans leur communauté, on peut faire 2 grandes classes. Et ce n'est pas juste une histoire de quantité. Il y a des personnes qui sont plus sur des moments collectifs. C'est en dehors du temps de la communauté, j'ai éteint mon cerveau sur le sujet. C'est normal, c'est pas à critiquer, parce que c'est très dur de couper votre flux d'attention dans la semaine, dans votre quotidien, pour dire je m'arrête, je vais travailler sur la communauté. Par contre, quand ils sont là, ils sont là. Et il y a ceux qui ont plus de mal avec les horaires, etc., mais qui prennent le temps de leur côté et qui sont plus moments individuels. Et après, il y a ceux qui sont réguliers, ceux qui vont dire « Ok, moi je m'inscris, je ne me pose pas la question ». Ceux qui vont vouloir regarder à chaque fois qu'est-ce qu'il y a. Mais sans connaissance de ça, alors on va passer à la prochaine, c'est très possible de se tromper vraiment sur dire « Voilà, j'ai fait mon sondage, il n'y a personne qui répond, par contre j'arrive, et je ne profite pas que tout le monde est là parce que tous les gens qui étaient en moment collectif, je vais plutôt centrer sur des événements et plutôt que centrer sur des discussions asynchrones ». Et c'est aussi simple que ça. Selon la façon dont les gens investissent leur temps, ne gâchez pas votre énergie à envoyer des activités à un moment où eux n'investissent pas leur temps. Et adapter potentiellement des réponses au groupe. Et aussi, vous pouvez vous attendre à ce que le niveau de participation corresponde à la façon dont les gens investissent leur temps. Et après, sur la régularité ou sur une base occasionnelle, ça vous donne aussi l'information de si vous voulez faire des événements autocontenus ou plutôt des événements qui sont des épisodes. Voilà, aujourd'hui, c'est épisode 1, demain, c'est épisode 2, on ne fait pas les rappels, donc on peut se permettre d'investir plus. Voilà, c'est toutes ces micro-décisions. Si on se trompe, ça fatigue un peu plus. C'est comme avant, si on se trompe, ça fatigue un peu plus, et puis après, voilà. Alors, ça ressemble à quoi chez nous? Travailler autour de ces 3 approches. Donc, on avait commencé sur l'engagement des membres. Donc, quelques semaines en fait après le début un peu de lancement, mais vraiment dans les premiers temps, j'ai capté ici justement ce fameux niveau d'engagement. Donc, je sais
je vois rapidement qu'il y a un groupe de people, vraiment de personnes qui ont envie de s'investir et sur lesquelles je sais qu'on va pouvoir s'appuyer pour apporter du contenu. J'ai aussi un bon pool de personnes qui sont super engagées. Là, ils ont envie vraiment d'animer peut-être des sessions, d'aller plus loin en fait, que juste être impliqué et contribuer. Et puis, j'ai un petit lot de personnes qui est plutôt en mode observation. J'ai plutôt envie de consommer. Et je pense qu'il y a un point que tu n'as pas dit, Alexandre, c'est l'importance de l'équilibre. Parce que si on a trop de gens qui sont sur cette partie gauche, eh ben, ils vont être assez frustrés parce qu'il n'y aura pas de gens pour consommer. Et à l'inverse, si on a trop de consommateurs, il n'y aura pas de gens qui vont vraiment les alimenter. Donc là, c'est plutôt, je ne veux pas me féliciter, mais à l'époque, en tout cas, c'était plutôt un résultat intéressant. Et là aussi, on voit que ça me faisait plaisir de voir que les gens avaient envie de passer du temps en collectif. Donc il y a moyen de créer un groupe, un ensemble, un collectif ici, et puis plutôt des gens intéressés à venir régulièrement. Donc, qui est aussi poussé par l'entreprise. Hein. Il y a du temps qui est offert par l'entreprise, donc les gens ont pris aussi l'intérêt peut-être d'y participer. Et puis, sur les histoires de respiration, on voit ici les trois grandes catégories. Qu'est-ce qui va faire que finalement cette expérience sera différente de ton quotidien? Voilà, je vais voir des gens que je ne vois pas d'habitude. Je vais voir passer des contenus que je n'ai pas l'habitude de voir. Et puis le dernier, c'est prendre du recul sur mes pratiques. Voilà, donc un bon terreau, de la bonne data pour commencer à construire. Le deuxième focus important sur lequel j'ai travaillé, c'est, bon, on parle de communauté d'apprentissage, de quoi on va se parler? Quels sont les sujets communs qui vont nous animer? Et pour ça, encore une fois, on a utilisé un outil que propose Alexandre, qui permet d'identifier et de prioriser les sujets à forte valeur ajoutée. Parce qu'en fait, on pourrait se perdre rapidement dans plein de sujets, mais comment on fait pour choisir ce qui vraiment a de la valeur sur les prochaines semaines en tout cas, sur les prochains mois, et important aussi de commencer à structurer. OK, à partir de ce sujet-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire autour de ça? Et puis un petit tips aussi qui m'a vraiment été utile quand j'ai commencé à lancer, c'est d'avoir déjà un petit backlog de sujets, des petits formats avec des contenus déjà prêts, des petits trucs que vous passez en meet-up, voilà, du contenu facile que vous pouvez facilement dérouler et qui vous permet justement de montrer rapidement la valeur, parce que sinon on peut passer beaucoup de temps dans la construction. Et alors que là, ce qu'on cherche à avoir, c'est un impact sur le delivery, donc des choses très concrètes qu'on peut expérimenter. Donc, topic mappings. Petit atelier que vous pouvez organiser à l'intérieur de votre communauté. Donc, il faut avoir la liste de sujets et potentiellement que vous collectez avant. Et l'idée, c'est de poser 3 questions assez simples à vos membres sur ces sujets. 1, est-ce que vous l'aimez bien? 2, est-ce que vous avez des compétences dessus? Et 3, est-ce que vous considérez que ça a de la valeur pour l'entreprise? Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouvrir un équilibre. Et merci. Merci beaucoup. L'idée, c'est que selon la réponse que vous avez sur ces 3 paramètres-là, vous n'allez pas proposer les mêmes modalités. Parce que typiquement, quand on ne se pose pas la question, on dit ah, c'est trop bien, on va tout faire. Prenons un sujet X. Voilà, les gens aiment bien et ça a de la valeur. Ah, ben, on n'a pas de compétences dessus et j'avais prévu de leur faire partager leur retour d'expérience. Il n'y a rien à dire. Si les gens aiment bien et ça a de la valeur, mais ils n'ont pas de compétences, c'est là que vous allez chercher des contenus extérieurs. Si les gens aiment bien, ils ont de la compétence, ils ont des choses à partager, mais ils considèrent que ça n'a pas directement de la valeur pour l'entreprise, vous mettez en relation les gens. OK. Voilà. Vous aimez bien entre vous, vous pouvez vous organiser des choses entre vous. Et ça fait partie de la construction communautaire. S'il y a des choses, bon, ils n'aiment pas, mais s'ils sont compétents, il y a de la valeur, ben, vous en faites de temps en temps, mais vous le dosez. Et bien sûr, si vous avez 3, jackpot. L'idée, c'est de pouvoir prendre conscience de son terrain pour pouvoir offrir ou réfléchir à des réponses adaptées
pour utiliser le terrain et choisir votre roadmap. Nous, on a fait ce petit exercice et un des sujets, sans surprise, les OKR faisaient partie, pour faire le lien avec la keynote de Anne, le sujet des OKR, évidemment, faisait partie des sujets, entre autres. Et qu'est-ce qu'on a choisi de faire? De structurer un premier groupe de travail autour des OKR. On a identifié les gens qui savaient faire et qui avaient envie d'apprendre. Il y a une forme de consommation, quoi. Il y a des gens qui peuvent produire, des gens qui peuvent consommer. Rapidement, un petit plan d'action, des critères de succès. À quoi on verra que finalement, on a appris un truc. Et puis, ici, rapidement aussi identifier quelles sont les actions. Donc, qui peut être concerné par notre proposition de valeur autour des OKR, sous quel format on pourrait faire passer des messages, voilà, des choses comme ça. Ça permet de commencer à démarrer. Donc, on a parlé du focus des membres, on a parlé du focus sur les contenus. Maintenant, un focus sur les règles de fonctionnement, que la combinaison soit parfaite. Là, ce que j'ai fait, c'était un vrai choix d'arriver avec une première proposition, une forme de proposition de user journey que j'allais proposer à mes membres, qui étaient un peu des utilisateurs, dont je savais pertinemment que ça allait être confronté assez rapidement à l'opérationnel au terrain, et donc prise de feedback après et itération sur les modalités et les règles de fonctionnement. Mais c'était important d'arriver avec une première proposition parce que les gens ne s'auto-organisent pas tout seuls. Hein, c'est important pour eux d'être embarqués, en fait, d'être onboardés sur une première expérience. Alors, à quoi ça ressemble chez nous? Alors, n'essayez pas de lire tout ce qui est écrit en petit. Ce qui est important à retenir, c'est que, vous avez vu tout à l'heure, il y a la notion de temps collectif ou temps individuel. Et donc, j'ai fait le choix rapidement de garder. Donc, on parle de 3 heures de temps d'apprentissage. Donc, une première heure qui est consacrée au temps individuel. Et là, il y a un vrai espace de liberté. On est plutôt dans un environnement confiance by design. Donc, les gens sont libres d'exploiter ce temps comme ils le souhaitent. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Et un grand focus, un grand temps sur le temps collectif. Parce que c'est là aussi où il y a de la valeur. Sur ce temps collectif, on est à la fois sur des sessions où on va apprendre, dont l'activité principale, c'est le learning, et un autre qui va plutôt être sur du temps de construction. Et un autre temps qui était important pour moi, dont je reviendrai dessus après, c'est le temps de co-développement, une session de co-développement. Je ne sais pas si vous connaissez ces pratiques-là, mais pour moi, c'était important que les gens soient capés, expérimentés à utiliser cette méthodologie. Donc, du coup, je leur ai fourni un petit agenda type en disant, voilà, ça peut ressembler à ça, ça peut être plus ou moins long, à vous de l'imaginer en fait. Mais au moins, ça permet aux gens de se projeter. Et puis, évidemment, aussi, vu qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup d'interactions à distance, quels sont les outils qu'on va utiliser pour collaborer? Je ne parlerai que de Miro. J'adore Miro. Je suis une Miro addict. Voilà, on n'utilise quasiment que ça, en fait. Alors, évidemment, un petit outil pour capitaliser les pratiques, un petit outil pour mettre des réunions dans des agendas, et puis Teams pour communiquer en asynchrone. Alors, à ce stade, on a parlé de comment est-ce qu'on démarre, comment on se structure. Voici les pièges dans lesquels, évidemment, je suis tombée, c'est pour ça que je vous en parle, mais ce serait bien pour vous d'éviter, par rapport à tout ce que nous, on a appris. Ça serait un piège de penser que la communauté va s'organiser toute seule. Si demain, je vous mets dans une salle et vous dites « faites des choses ensemble », le processus de décision, il va être un petit peu long et un petit peu compliqué, donc vous allez sans doute passer par une phase de chaos. Donc, anticipez ce risque-là, proposez déjà une première expérience et après, vous récupérez le feedback. Le deuxième, c'est autour de l'engagement. Pensez que l'engagement est acquis et que c'est une affaire de relance. Vous allez relancer les gens régulièrement jusqu'à l'usure, en fait. Donc, ça peut marcher, mais ça marchera par usure.
Donc, chercher un moyen d'engager différemment. Et puis, le piège classique, penser que les membres ont les mêmes motivations que moi. Vous êtes au taquet, les gens n'ont pas... Vous savez, les trucs où on se dit ah, mais c'est génial ça, engagez-vous, ayez de l'énergie, parce que vous êtes à 100%, voire 200%. En fait, non, il n'y a que toi. Donc, il va falloir trouver un moyen de les convaincre par expérimentation que oui, c'est génial. Le deuxième chapitre s'intéresse au sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, pour moi, c'est important, ça fait partie de cette mayonnaise, que ça prend. C'est très compliqué, le sentiment d'appartenance, parce qu'en fait, c'est un ressenti, c'est un état qui va se voir au niveau du collectif, mais qui se travaille au niveau individuel. Et donc, tout le travail, ça va être de multiplier les expériences, les expérimentations par rapport à différentes activités dans différentes dimensions qui vont participer à ce sentiment, développer le sentiment d'appartenance. Le truc très bête, mais c'est déjà de commencer par développer la connaissance de l'autre. Tout le monde ne se connaît pas dans une communauté, en particulier en fonction de la taille, évidemment. Je parle de connaissance et de reconnaissance mutuelle. On est dans un cadre où il y a beaucoup de relations à distance. Les gens ne mettent pas toujours la caméra. Je me souviens très bien, je vais vous partager une anecdote, quand on a fait le premier séminaire au bout de quelques mois, les gens se voyaient parfois pour la première fois. Et les gens se sont reconnus à leur voix. « Ah, c'est toi, Paul! Je reconnais ta voix. » Et donc, c'est vachement important de se voir et de se connaître. Parmi les types d'activités un peu classiques, c'est tout ce qui tourne autour des icebreakers. Alors nous, on en a fait un rituel toutes les semaines. On a notre petite séquence d'icebreaker. C'est important pour nous, ça peut nous permettre de nous onboarder, d'accueillir les gens. En général, on utilise beaucoup les sujets d'actualité, donc on découvre plein de choses sur les gens à ce moment-là. Et c'est important pourquoi? Non pas pour le fun, même si c'est important et ça a un effet indirect évidemment, mais pour créer des conditions de sécurité psychologique. Des gens qui se connaissent vont être plus à même de prendre des risques, de montrer leur vulnérabilité, s'ils savent à qui ils ont affaire. Les gens n'osent pas prendre la parole, en général, quand il y a beaucoup de population. Donc, c'est des petits tips qui permettent de faciliter ça. L'importance aussi de féliciter et célébrer les réussites collectives. Une réussite individuelle doit devenir une réussite collective. Un tel a réussi parce que tout le monde a permis à ce que ça se passe. Et puis, je vais parler après de l'appréciation mutuelle. Donc, comment ça marche chez nous? Donc, on est passé par ce moment de séminaire important qui était vraiment structurant. Donc, j'avais capturé à l'époque un petit moment de détente où voilà, finalement, on se découvre un petit peu à la machine à café. Les icebreakers, donc un petit exemple aussi ici. Ce qui est très drôle, c'est qu'un membre un jour nous a proposé une petite roulette qui fait que c'est toujours difficile, vous savez, de dire bon, bah, qui veut prendre la parole ils sont 30, qui veut prendre la parole là, vous avez un silence. Qui veut prendre la parole? Prends la. Donc, on a une petite roulette. Le hasard désigne la personne qui va parler. Donc, on utilise les petits chiffres ici. La célébration et les remerciements, toutes les semaines, c'est pareil. On a un temps où on célèbre les succès de la semaine d'avant. OK, quelles belles histoires j'ai envie de raconter au groupe qui m'est arrivé individuellement. Et puis ici, un bon souvenir, on va en parler après, capturer, c'est un travail qui est autour de l'appréciation mutuelle. C'est super important, quand on est dans un groupe, de travailler sur l'identification des forces et le renforcement des forces et des talents de chacun. Et donc, des jeux comme Totem ou les cartes des forces, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces jeux, qui sont basés beaucoup sur la psychologie positive, hein, et bien, ça permet de renforcer ça. Et au-delà de ça, c'est assez drôle aussi. Voilà, ça apporte aussi un peu de fun. Quelques autres exemples. Premier outil facile pour développer cette reconnaissance, c'est de faire une frise ensemble. Voilà. Vous
mettez un tableau qui est une ligne de frise d'histoire, comme vous avez pu voir en cours d'histoire quand on est petit, avec les années, les réussites collectives internes dans la communauté, les réussites collectives externes qui sont visibles dehors, et aussi les bons souvenirs. Donc au début, ça ressemble à ça, à la fin, ça ressemble à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont le temps de dire « Ah, voilà, ça, je me souviens, à tel moment, il s'est passé ça, et ça fait partie de notre histoire. » Et au moment où chacun vient coller ses post-it, ce qui se passe, c'est que les histoires individuelles qui sont un peu comme ça dans l'air deviennent une histoire collective. Et là, le sentiment d'appartenance commence à s'ancrer parce qu'on est ensemble membres de cette histoire-là. Donc, quand on va rajouter une feuille, on va dire ouais, continuons ensemble à créer cette histoire. Vous êtes dans la en tant que membre, vous êtes dans la continuité d'une histoire de beaucoup de gens qui ont vécu des belles choses ensemble, qui ont eu des bons souvenirs et réussi ensemble. Deuxième outil, c'est les cartes de remerciement. Donc, probablement, vous connaissez les kudos cards qui sont plutôt centrés sur le compliment à l'autre, sur le compliment de sa nature. Tu es fort, tu es génial, etc. Voici une autre façon de remercier l'autre qui vont caractériser ses actions. Selon les personnes, les gens se sentiront plus à l'aise de dire ah, mes actions ont eu de l'impact, et d'autres se dire oh, je suis très fort. Donc, sont des cartes qui sont assez simples. C'est des cartes qui disent grâce à toi, je me suis perfectionné, grâce à toi, je m'en suis sorti. Et au moment où on donne la carte, on exprime, on raconte l'histoire. Ce qui fait que la personne en face a une vraie conscience de son impact et une vraie conscience de son action, ce qui potentiellement lui donne envie de contribuer plus, mais lui donne aussi un retour sur ses actions, plutôt que juste « t'es génial, ah bah ok, merci, au revoir, rentre chez moi, je suis génial ». Autre chose sur les icebreakers. Alors, tout à l'heure, on a parlé de briser la glace. C'est important de bien choisir les icebreakers parce que les icebreakers, quand on les choisit mal, on peut ajouter plus de glace qu'on en casse. Voilà. Donc, typiquement, les icebreakers, je vous conseille d'en avoir quelques-uns en tête, de nature différente, selon l'état dans lequel sont les gens. Bon, ça, c'est un petit outil qui vous permet de repérer là où en sont les gens et quel type d'icebreaker on peut faire. Typiquement, si vous manquez d'énergie, voilà, il est 14h30, il fait chaud, vous avez pris un bon repas. Si je veux icebreaker, je vous fais un exercice de respiration, c'est fini. Pareil, si vous êtes très nerveux, je ne vais pas vous faire surexcité, derrière, ça sera perdu. Si derrière, tout le monde s'efface derrière le groupe et je remets encore une couche de le groupe, tout le monde sera encore plus effacé. Pareil que si les gens sont très en mode individuel, si je vous dis ouais, quel super-héros es-tu, voilà, ça encore moins que moi. Donc l'idée, c'est que les icebreakers sont quelque chose que vous pouvez utiliser pour quelque part créer ces conditions de sécurité psychologique, mais il faut prendre en compte l'état dans lequel les gens sont au moment où ils arrivent pour ne pas créer de malaise et pas vous ajouter des difficultés inutilement. Donc on est encore sur cette notion de ne pas vous ajouter encore des micro-fatigues dans votre exécution. Donc, on a parlé de connaissance et reconnaissance de l'autre. Un autre axe important, c'est de développer l'identité commune. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent appartenir à cette communauté? Qu'est-ce qui nous rapproche? Ça se travaille. Alors, de notre côté, on a travaillé autour de plusieurs artefacts, comme des choses autour de la raison d'être. Qu'est-ce qui fait que cette communauté existe, en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui nous rapproche? Bon, chez nous, c'est la culture produit. Un Scrum Master a un impact sur la culture produit. Un Product Owner encore plus. Deuxième exercice qu'on a joué, c'est un petit peu autour des valeurs. Au-delà des valeurs qu'apporte chaque individu dans le groupe, quelles sont les valeurs communes que l'on souhaite voir, les comportements que l'on souhaite voir au sein de cette communauté? Là, un petit exemple de travail autour d'un futur collectif pendant le séminaire, et puis l'importance des bons souvenirs. J'espère que tout le monde de la communauté et ceux qui me regardent en ligne se souviennent de ce repas qu'on a eu au séminaire, qui était vraiment excellent. Voilà, c'est un exemple. Ça fait partie des bons moments. On s'en souvient encore, on en parle encore. Trouvez-vous, ancrez ces fameux moments, enfin, ces bons souvenirs collectifs. Et donc, nous, ce qu'on propose, Alex, c'est de faire déjà, on va prendre votre première photo de bons souvenirs collectifs.
Donc, c'est bon. Tu veux? Vas-y. 1, 2, 3, vous dites communauté. 1, 2, 3, communauté. Voilà. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Ça, c'est vous, hein. C'est pas nous. On va passer à justement l'identité collective. On parle d'identité collective. Ça se matérialise. Tout à l'heure, je disais, ben voilà, comme vous avez créé votre prise ensemble, vous appartenez à une histoire collective et vous vous sentez un peu plus appartenir. Là, il y a tout un lot de choses que vous pouvez définir ensemble pour dire vous avez une identité collective, vous appartenez à un même groupe. Typiquement, si je vous trouve un nom, hein, tous dans la salle, on va dire les meilleurs. Bah, là, vous dites, ouais, moi, je fais partie des meilleurs. Je fais un peu ça. C'est les noms des membres. Ensuite, le groupe, bah, c'est le meilleur groupe. Hein, on est les meilleurs, on fait partie du meilleur groupe. On va avoir un slogan, avoir un grand but. Voilà, je ne vais pas revenir sur le super truc qu'a fait Anne. Des noms d'activités personnalisées. Ce que vous voyez assez souvent, la Batmobile, voilà, c'est un nom d'activité. Des rites de passage. Donc, il y a toute une liste d'artefacts que vous pouvez imaginer, donc qui sont des éléments qui vont ancrer et matérialiser l'identité de votre communauté. On va avoir une liste ici. Ça permet aux gens de se souvenir qui est le groupe. Ben, je dis oui, alors il y a un tel et un tel et un tel. Non, nous, vous, ensemble, vous êtes les meilleurs du meilleur groupe. Et c'est quelque chose qu'on peut construire collectivement. Dernier élément intéressant pour travailler le sentiment d'appartenance, c'est l'importance que chacun se sente aidé par l'autre, une forme de soutien mutuel. Et il y a des exercices qui permettent de faire ça. Le premier, c'est sur des activités plutôt très centralisées autour d'organisation de sessions de co-développement. Et puis, ça peut être aussi, en tant que... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'opère. Je suis un peu le dénominateur commun, donc les gens, je les connais tous. Et donc, je peux facilement, plus rapidement des fois, établir des relations de coaching et de mentoring entre les gens. C'est un travail plutôt asynchrone, mais est-ce que tu as été voir un tel? Lui, son objectif, c'est de faire ça. Son plan de développement, bah, peut-être qu'il peut t'apporter quelque chose. Donc, va le voir et essayer de voir quelle est la relation que vous pouvez établir entre vous, du coaching ou du mentoring. Donc, chez nous, les sessions de co-développement, elles ont été pendant très longtemps très institutionnalisées. On avait des sessions régulières, en groupe, tous ensemble. Chacun jouait un rôle de consultant, de client et de facilitateur, des sessions planifiées. Et puis, là, je vous ai mis un exemple de session improvisée, en fait. Les gens, ils ont des problèmes toute la semaine. Ils arrivent le mardi chez nous, ils disent « Ok, j'ai un problème, je vais venir l'adresser à la communauté et je vais forcément trouver quelqu'un qui va m'aider. » Donc, c'est plutôt des sessions improvisées à la demande. Et là, je ne peux que vous recommander le bouquin de Champagne et Paillettes, magnifique nom en plus, le groupe de co-développement professionnel. Alors, à ce stade, autour de la culture du sentiment d'appartenance, qu'est-ce que vous pouvez emporter dans votre sac? Nous, on a la conviction qu'il ne faut pas sous-estimer ce travail de construction. C'est important de bien le doser, de ne pas être juste focus sur l'apprentissage. Vous perdez quelque chose, en fait. Ce n'est pas automatique, donc attention à ça. Le deuxième, c'est l'importance de mixer, de diversifier les activités. Chaque outil, chaque pratique a une intention particulière qui contribue à la grande histoire de tout ça. Et explorer jusqu'à trouver ce qui vous convient. Vraiment, de manière durable. Troisième point, c'est permettre à la communauté de prendre du plaisir. Nous, on est dans un cadre où on a quand même un sponsorship fort de l'entreprise. Ils attendent un retour un peu sur investissement de ce temps. Il faut aussi se permettre d'avoir des moments de détente. Et l'important, c'est de maîtriser le dosage, en fait. Tout est une question d'équilibre. Et puis, ma recommandation aussi, en tant que leader, en tant qu'animateur de communauté, c'est important que vous soyez skin in the game, en fait. Faites preuve de leadership d'initiative, montrez l'exemple, engagez-vous, valorisez tout, valorisez les contributions, même si ce n'est pas parfait, c'est déjà super, en fait. Et ça encourage les gens à prendre des risques, à oser. Donc voilà, ça c'est très important. Mais évidemment, laissez de la place. Ne faites pas ça juste pour pouvoir être sur le devant de la scène. Ce qui compte, c'est de pouvoir que ça se diffuse. Pour le retenir, vous allez dans une soirée à karaoké, personne ne chante, vous êtes le premier à chanter, mais vous ne gardez pas le micro toute la soirée.
Allez, dernière phase, qui est la plus dure, honnêtement. Parce que, bon, se structurer et démarrer, vous avez un premier jet, vous testez un petit peu, c'est bien. Vous développez le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose d'assez diffus, hein, vous allez continuer sur le long terme. Trouver l'équilibre entre fermeture et ouverture, ça, c'est assez compliqué. Bon ajustement d'un côté, pas trop de cadre ni de contrôle, enfin, j'aime pas trop le terme contrôle, mais pas trop de cadre, parce que ça peut, en fait, si vous cadrez beaucoup, on s'épuise en fait, hein, on ne tient pas dans la durée, c'est un marathon ce truc-là. Donc en fait, il faut s'économiser. Et à l'inverse, trop d'autonomie, trop d'auto-organisation, ça peut aussi amener beaucoup d'anarchie, beaucoup de chaos, et aussi beaucoup d'épuisement d'ailleurs. Alors, ce qui m'a été utile et ce qui est utile pour ma communauté, je pense, c'est l'importance de poser, voire d'imposer une routine et des rituels. Ça peut paraître péjoratif le mot routine, et on peut penser lassitude, démotivation, etc. Mais en fait, ça a plein de bénéfices. Je ne sais pas si vous avez des routines dans votre propre vie quotidienne, mais en fait, pourquoi? Parce que ça rend automatique certaines actions. On va plus poser la question sur certaines activités ou certaines décisions. Ça permet de diminuer la charge cognitive associée à la prise de décision courante. Ça permet de se sentir en sécurité. Il n'y a pas de surprise, en fait. On sait ce qu'on attend de vous, on sait quand ça va se passer. Voilà. Et vous pouvez vous consacrer, en tant que membre, à quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, en fait. Et petite recommandation sur vos expérimentations, pas trop court, parce que sinon, ça fait trop de changements. Alors là, les gens sont un peu paumés. Ça ne crée pas d'habitude, en fait. Et puis, pas trop longtemps non plus. Il faut essayer de le faire avant qu'on sente la démotivation arriver. Bon, c'est facile à dire. Hein. Comment est-ce qu'on adresse ça dans notre communauté? Rapidement, donc en fait, nous, on a choisi, je ne sais pas si vous connaissez le forum ouvert, il y en a un demain, ça tombe bien, mais c'est un peu le même principe. On s'est beaucoup inspiré de ça. C'est-à-dire que, alors déjà, on ne se pose pas la question. Hein. Sur la prise de décision, c'est tous les mardis, de 10h à midi, le temps collectif. Pas de débat. On a toujours un temps d'introduction. On fait célébrer les réussites, on fait les recommandations et on fait briser la glace. Voilà, les bonnes 20 minutes là où on se dit on s'endort, on s'accueille, salut, comment ça va, tu as passé une bonne journée, etc. Et puis le cœur, c'est le forum ouvert. Donc là, on va retrouver tous les sujets d'apprentissage, justement, qui vont nous intéresser sur la session. Ce sont des sujets qui sont plus ou moins planifiés. Hein. Ça peut être des sujets qui popent le jour même ou des sujets planifiés. Ça peut être des sujets qui sont sur le long terme ou des sujets nouveaux. Et on a 2 slots de 45 minutes avec 1 à 4 tables. Et donc, les gens choisissent sur quelle table ils veulent aller. Et en général, on a des honneurs de table. Partie ritualisée, c'est la conclusion aussi. On a toujours un wrap-up des sessions, le partage des apprentissages. Qu'est-ce qu'on a appris pendant 2 fois 45 minutes? On essaie d'identifier les sujets de la semaine d'après, capture du rôti et NPS. Et puis, quel est le prochain animateur de la séance suivante? Ce qui fait que, en termes de prise de décision vraiment, si on se concentre, on parlait de diminuer la charge de prise de décision, et bien en fait, les seules décisions qu'on a vraiment à prendre, c'est pour l'animateur, choisir l'icebreaker, pour les gens, choisir les sessions auxquelles ils vont participer, et puis choisir l'animateur. Le reste, on ne se pose pas de questions, c'est routinier, c'est ritualisé, on sait ce qui se passe, il n'y a pas de surprise. Le deuxième point intéressant à retenir ici, c'est pour trouver cet équilibre, il va falloir aller sur le terrain et développer sa capacité de renseignement. Il faut aller chercher de la data, en fait. Hein. Il n'y a pas de secret, hein, c'est comme un produit, c'est pareil. Donc, on va aller capturer des feedbacks et des ressentis. Donc, ça peut être des choses très structurées. Hein. Un questionnaire, 2-3 questions dans un sondage, une interview one-one, donc des choses très structurées, des verbatim qui permettent d'aider. On peut travailler aussi autour de comment les gens ont vécu leur expérience. Alors, ça peut être des rétrospectives, par exemple, hein, que vous connaissez tous. Et puis, donc ça, c'est plutôt structuré. Hein, c'est du renseignement structuré. Alex va en parler après. Mais ça passe aussi énormément par vos propres antennes de captation, d'observation du terrain. Qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes dedans, en fait? Qu'est-ce que vous observez?
Donc, c'est important d'être toujours à l'affût, hein, finalement, de bien regarder ce qui se passe, la dynamique, d'observer son terrain et d'intercepter et évidemment d'interpréter aussi les signaux faibles qui te permettent d'actionner. Et ce qui est important, c'est de corréler, on va en parler après, corréler les résultats de cette data que vous avez qui pop, parce qu'on peut vous dire oui, c'est super, et vous avez des signaux faibles qui vous disent un peu l'inverse. Donc, c'est important de corréler les deux pour comprendre et scientifier vos actions derrière. Alors, à quoi ça ressemble chez nous rapidement? Un routine, vous savez tous que c'est un routine, hein, on n'apprend rien. La prise de feedback après les sessions, et puis un exemple de rétrospective qu'on a fait au bout d'un certain nombre de mois. On a cherché à capter l'expérience. Donc, un mini outil, je vais essayer d'être très rapide. Quelqu'un connaît les experts, la série? Okay. Donc, les experts, il y a les gens qui sont dans le labo, qui savent ce qu'ils cherchent comme info, et il y a les gens qui sont sur le terrain qui vont aller explorer un peu. Aller sur le terrain, c'est assister aux pauses, assister en tant que membre, voir le quotidien des membres. Et là, c'est les sondages, les feedbacks, etc. Je vais vous montrer un outil que j'utilise quand je coach des communautés. C'est de savoir, par rapport au leader, quel est votre niveau d'information. Est-ce que vous êtes très laborantin, mais zéro détective? Parce qu'en gros, vous avez plein de data. En fait, potentiellement, vous êtes déconnecté du terrain et vous loupez beaucoup de choses. Vous pouvez être soit aveugle, là, c'est freestyle, soit vous avez plein d'informations terrain, mais en fait, vous n'avez pas de data et donc ça peut être très biaisé sur les ordres de grandeur et c'est très dur de justifier les décisions. Et problème de riche, c'est quand vous avez à la fois de la data et du terrain, mais après, vous avez trop d'infos à gérer. Non, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et globalement, si vous animez une communauté, posez-vous la question de là où vous êtes, ici, sur ce graphe-là, pour vous dire, qu'est-ce que je vais développer comme système de renseignement pour rattraper et arriver au problème de riche. Dernier point sur la partie trouver l'équilibre, c'est de pouvoir identifier rapidement des relais et des partenaires. Si vous êtes seul au monde, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai la chance d'être dans une communauté où j'ai confiance en plein de personnes, voilà, où il y a des relations qui sont bonnes. On est dans un cadre, je vous ai dit tout à l'heure, plutôt bienveillant, où la délégation elle est la bienvenue. Il n'y a pas une hiérarchie très forte. Donc, ça a été assez facile pour moi d'identifier les personnes clés sur lesquelles je peux m'appuyer. Parce que quand j'ai plus d'énergie, je suis bien contente de les trouver parce que ça permet moi de me redynamiser et ils peuvent prendre le relais. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de décentraliser la prise de décision. Si ça évite que je sois le dénominateur commun seul à pouvoir prendre des décisions. C'est quand même assez fatigant. Et puis, ces gens-là, ils sont des relais aussi pour capter l'information parce qu'eux, ils sont au cœur du dispositif et ils vont vous permettre d'aller partager les signes faibles. Et puis, on n'aura pas beaucoup de temps d'en parler, mais l'importance de travailler la reconnaissance. Ce sont des gens qui s'investissent beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître cette activité? Et il y a l'outil que propose Alex. On va passer vite sur les spoilers. Vas-y, on passe. Tant pis. Voilà. Les phases. Parce qu'à un moment, vous allez avoir besoin des relais, c'est quand il y a des petits groupes qui se forment. On ne va pas entrer dans. Vas-y, passe. On va passer dessus. Vas-y. Ouais. Juste un point sur les relais, ce qui est très important, c'est se dire, il n'y a pas que l'intention et les compétences. On dit, c'est bon, il a envie et les compétences. Il y a la dispo, il y a le niveau de reconnaissance qu'il y a dans la communauté. Typiquement, s'il y a quelqu'un qui veut beaucoup, qui a les compétences, qui a le temps, mais qui est détesté par tous les autres membres, voilà, ça ne marche pas. Donc, il y a un certain nombre de points à vérifier. Vous avez une checklist. C'est un outil qui a une checklist. Donc, vous pouvez regarder. On ne va pas aller dans le détail parce qu'on va passer direct à la conclusion. Trouver l'équilibre, c'est compliqué parce qu'une communauté, en fait, c'est comme un organisme vivant. Je me suis amusée à regarder la définition dans Wikipédia. Je me suis dit, ça me parle. Pourquoi? Parce qu'un organisme vivant, ça a un besoin constant d'évoluer, en fait, et de changer, et d'opérer des changements réguliers, qui d'ailleurs s'opèrent de gré ou de force. Et ce qu'on va chercher en tant qu'animateur à faire, c'est plutôt de gré, et de ne pas le subir de force. Et il faut constamment se poser la question, par rapport à toutes les expérimentations et les expériences, qu'est-ce qui est important de faire persister dans le fonctionnement de la communauté? Parce que c'est durable, c'est pérenne, c'est solide, et ça devient un élément constitutif de l'identité. J'ai bientôt fini, pas de souci. Le dernier, après c'est la conclusion.
Le deuxième point, la question, c'est quoi renouveler? Parce que ça paraît inefficient. Voilà, ça n'a pas l'effet escompté, souhaité, soit par rapport au contexte actuel ou dans un futur proche en prévision. Alors, pour pouvoir traverser tout ça, moi, s'il y a trois tips que je pourrais vous donner, qui me permettent de traverser les différents terrains, les variations, les différentes phases, c'est le premier, c'est l'importance de rester connecté au terrain. C'est là où vous allez puiser le maximum d'informations. Il faut que vous soyez vraiment dans la place. Pourquoi? Pour pouvoir conscientiser en fait ce que vous faites et que ce ne soit pas juste l'objet du hasard. Ça peut marcher, mais c'est un peu long. Ce qui en vient à mon deuxième point, parce que moi, je suis plutôt feignante, mais j'ai envie de ménager mon énergie, parce que je sais que c'est une course longue, si j'ai envie que cette communauté elle vive longtemps. Donc, même si vous avez beaucoup d'énergie, eh ben, ayez une stratégie, vraiment déterminée. Quelle est la stratégie que vous voulez mettre en place pour dépenser le moins d'énergie? C'est la même chose que pour le produit. Minimized effort, maximized impact. C'est exactement ça. Il faut chercher à faire ça, en fait. Et puis, le dernier point, c'est suivez votre intuition. Vous avez sans doute plein d'outils, plein de ressources. Ça foisonne. Alex nous a montré un panel intéressant. Mais faites des choses qui semblent faire sens pour vous sur le terrain. Utilisez toutes les ressources. Et quand je dis ressources, c'est à la fois les ressources humaines. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir une communauté de pairs qui, eux aussi, sont confrontés à la difficulté et au challenge de l'animation de communauté. Donc, ça m'aide beaucoup aussi de partager nos pratiques, sage. Et puis, faites-vous aider aussi par voilà, des gens comme Alex qui aident à prendre du recul et de la hauteur. Voilà, tu veux finir, Alex? Oui, alors juste pour terminer, tous les conseils qu'on vous donne, c'est pour sortir du discours une communauté, tarte à la crème. C'est que de la gentillesse et de la relance et tout va bien se passer. J'espère qu'en partageant la partie difficile de la vie opérationnelle, vous aurez trouvé des choses que vous pourrez réemporter. Et les deux questions qu'on avait pour vous répondre entre vous, c'est pour les gens qui participent, est-ce que vous avez découvert une partie de l'envers du décor? Et pour les gens qui animent, qu'est-ce que vous souhaitez appliquer? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez appliquer pour de vrai et pas juste dire « Ok, on a vu, mais je vais rentrer dans ma vie et rien faire ». Voilà. Merci beaucoup.